Pourquoi certaines personnes deviennent riches et d'autres non? Est-ce que c'est une question d'intelligence, de travail, ou de chance et d'héritage familial? En tant que conseiller en investissement certifié par l'autorité des marchés financiers, j'ai accompagné plus de 300 personnes dans la gestion de leur argent, et j'avais toujours cette question qui me trottait dans la tête: pourquoi certains avancent si vite quand d'autres restent bloqués malgré leurs efforts? À force de côtoyer ceux qui réussissent et ceux qui peinent à s'en sortir, j'ai fini par trouver la réponse, et ça n'est pas celle que vous croyez. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 11 principes sur l'argent que j'aurais voulu connaître plus tôt et qui vous permettront de faire de l'argent un outil au service de votre épanouissement et de votre liberté. Principe numéro 1, si tu n'épargnes pas 10% de tes revenus, tu vis au-dessus de tes moyens. Avant de commencer, je tiens à remercier le partenaire de cet épisode, Trade Republic. Vous le savez, investir avec votre banquier vous empêche d'accéder aux meilleurs produits du marché et vous contraint à des contrats très chargés en frais. Pourtant, quand vous investissez sur le long terme, l'ennemi numéro 1 de l'investisseur, ce sont précisément les frais. Et ça tombe bien. Permettre au grand public d'accéder aux meilleurs produits avec les frais les plus bas possibles, c'est précisément la mission de Trade Republic, chez qui je suis client depuis maintenant plusieurs années. Ils ont récemment sorti leur PEA, qui est l'enveloppe fiscale à privilégier quand on veut investir en bourse en France. C'est le premier PEA à proposer des plans d'investissement programmés. En clair, vous choisissez les ETF et actions dans lesquelles vous voulez investir, vous définissez le montant et la fréquence, et vous n'avez plus rien à faire. Vos investissements sont automatisés. Les frais sont les plus bas du marché, avec seulement 1 € par transaction, peu importe le montant investi, et c'est même gratuit si vous mettez en place des plans d'investissement programmés. Ils ont plus de 2000 actions et 150 ETF qui sont disponibles, parmi lesquels on retrouvera évidemment les meilleurs du marché. En plus, l'IBAN du PEA est français, donc pas besoin de déclarer de compte à l'étranger. Et cerise sur le gâteau, le compte courant de Trade Republic est rémunéré au taux sans risque de la BCE, soit 2,5% brut en ce moment. Donc si vous aussi, vous voulez commencer à investir dans les meilleures conditions, vous pouvez ouvrir un compte gratuitement grâce au QR code à l'écran ou via le lien en description. On reprend l'épisode. Et je sais que ça va faire jaser un bon nombre de personnes, mais j'ai une croyance, une conviction hyper forte sur le fait que la capacité d'épargne n'a pas tant à faire avec les revenus, mais plus lié aux habitudes et aux priorités. J'ai par exemple une amie qui gagne plus de 5000 € net par mois, qui n'a pas de crédit, qui n'a pas d'enfant, et qui a découvert tous les mois. A l'inverse, j'ai un autre ami qui gagne moins de 2000-2200 € par mois, et qui arrive à épargner plus de 40% de ses revenus. La différence, ça n'est pas tant le montant de l'épargne, mais plutôt ce que tu décides d'en faire. Et bien sûr, ce que je dis là, probablement que ça ne s'applique pas à quelqu'un qui gagne le SMIC, mais sur les 300 personnes que j'ai pu accompagner ces dernières années, à partir de 2500 € par mois, il y avait toujours cette capacité de pouvoir épargner, et que les personnes qui n'épargnaient pas à partir de 2500 € par mois, c'était majoritairement à cause d'une mauvaise gestion de leurs finances personnelles, qu'ils ne mettaient pas en place des budgets, qu'ils ne suivaient pas leurs dépenses, et qui finalement mettaient l'épargne en dernière priorité après toutes les autres dépenses du quotidien. À l'inverse, toutes les personnes qui arrivaient à épargner, c'était souvent des personnes qui priorisaient l'épargne et qui, dès qu'elles recevaient leur épargne, ou leur salaire plutôt, mettaient de côté et ensuite vivaient le reste du mois sur ce qui restait après avoir mis de côté. Très bonne façon de faire ça, c'est d'automatiser typiquement le versement d'une partie de son revenu vers un compte d'épargne, ça peut être vers un livret A, un LDDS, peu importe, au moment où on perçoit son salaire, où on se verse ses revenus quand on est indépendant. Ce qui va vraiment impacter l'enrichissement sur le long terme et les personnes qui arrivent vraiment à s'enrichir, c'est pas tant combien elles gagnent, mais c'est plutôt combien elles gardent et combien elles arrivent à épargner et à mettre de côté chaque mois. Et finalement, dire que j'ai pas assez pour épargner, c'est plus une illusion, c'est un biais cognitif, c'est parce que les personnes ne se sont jamais dit en fait, avec mon niveau actuel de revenus, je pourrais épargner même si c'est une petite somme, et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si vous n'épargnez pas aujourd'hui avec 2000 € de revenus et que vous n'arrivez pas à épargner 100 € par mois, c'est pas quand vous gagnerez 3000 € ou 4000 € que vous arriverez à épargner plus, parce que tout simplement vous allez subir la lifestyle inflation, c'est-à-dire le fait d'augmenter son niveau de dépenses au même rythme que ses revenus, et c'est quelque chose de hyper commun, et ça, si jamais on prend pas l'habitude d'épargner, même quand on a un petit revenu, on ne l'aura pas plus tard. Donc un des premiers conseils pour s'enrichir, c'est très clairement de prioriser son épargne et voire même de l'automatiser lorsque l'on peut. Deuxième principe, un salaire n'est pas une sécurité mais un confort. Et là-dessus, je rejoins beaucoup de personnes qui se disent « mais attends, Charles Elias, toucher un salaire tous les mois, c'est hyper confortable, et je suis complètement aligné avec ça. Même si t'es malade ou si tu prends des congés, tu t'es quand même payé, mais t'es jamais vraiment libre. Même si les gens se disent, moi je veux être beaucoup en télétravail, on voit énormément
énormément, notamment dans les grandes entreprises de la tech, dans la Silicon Valley en ce moment, qui revient en arrière sur tout le sujet du télétravail. Amazon qui a rappelé tous ses employés dans les bureaux, dans les locaux, et je pense que c'est une tendance qui va revenir progressivement, même s'il y a quelques centres névralgiques technologiques qui ont, on va dire, maintenu cette position du télétravail, c'est pas quelque chose qui va se maintenir. Et donc finalement, certes, quand on est salarié, quand on a un salaire qui tombe tous les mois, bah, c'est hyper confortable parce que voilà, on peut prendre des décisions et on peut se lever le pied lorsqu'on le souhaite, et on a peu de chances de se faire virer, hein, surtout en France. Ça, c'est par rapport aux États-Unis où en fait on pourrait se faire licencier du jour au lendemain. En France, quand on a un salaire, quand on est en CDI notamment, bah, se faire virer c'est très compliqué, ou ça peut coûter très cher à l'entreprise. Et donc généralement, quand on a passé sa période d'essai, on est installé, et certains parlent même de planque quand on arrive à trouver un job dans lequel on bosse pas trop et qui est plutôt bien payé. Mais ce qu'il faut réaliser avec un salaire, c'est que à moins de travailler en finance ou dans la tech, on ne sera jamais libre et encore moins riche. La très grande majorité des emplois salariés peuvent rémunérer, et le bon niveau de rémunération dépend de chacun, varie pour chacun, mais on ne va jamais pouvoir gagner et épargner suffisamment pour être libre, ou en tout cas suffisamment tôt, et ça on en reparlera dans des points plus tard sur la différence entre épargner et investir, mais ça n'est pas une sécurité. Il faut vraiment avoir en tête que le niveau d'évolution des salaires, il est dans énormément d'entreprises inférieur à l'évolution de l'inflation. C'est-à-dire que même si votre revenu et votre salaire augmentent, votre pouvoir d'achat, lui, en réalité, il diminue. Et ce salaire, il reste énormément conditionné à votre présence, à votre travail, et finalement, si jamais demain vous voulez décider de lever le pied pendant une période importante, ou même changer d'activité, bah vous n'en avez pas la possibilité, ou ça vous oblige de repartir de zéro. Et donc, certes, un salaire, c'est un confort, mais ça n'apporte pas une liberté financière. Et on verra dans les points suivants comment atteindre cette liberté financière, mais ça n'est absolument pas en étant salarié et en étant dans le confort de son quotidien qu'on peut s'enrichir. La vraie sécurité, elle vient de vos compétences, elle vient de votre réseau, elle vient des actifs que vous détenez qui eux-mêmes peuvent générer du capital, et finalement elle vient aussi de votre capacité à constamment vous former et à rester à l'affût des nouveaux besoins du marché, des nouvelles attentes du monde professionnel. Aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire quels seront les jobs qui seront pertinents dans 10, 20, 30 ans. Personne. Et ça, on en reparlera après encore une fois, mais sur le système scolaire qui ne prépare pas bien à cette évolution toujours plus rapide des besoins du marché. Mais donc, si aujourd'hui vous êtes salarié, vous n'avez aucune certitude que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, votre job n'aura pas été complètement remplacé par de l'IA ou par d'autres technologies, même si c'est des jobs créatifs. Et donc derrière, ce salaire sur lequel vous vous endormez peut-être progressivement en vous disant bon bah parfait, moi j'ai un certain niveau de connaissance, et j'en connais tellement des personnes qui revivent les mêmes 6 mois toute leur vie, qui vont au boulot, qui prennent leur congé, qui prennent le RTT, qui retournent au boulot, et qui finalement se complaisent dans cette situation, mais qui ne leur apportent aucune liberté, alors que la liberté elle vient plutôt de leurs compétences et de leur capacité à constamment se former, et ça c'est pas quelque chose vers lequel on pousse les salariés. Donc finalement, en conclusion de ce point-là, c'est que personne ne devient riche grâce à son salaire, et qu'il faut entreprendre pour s'enrichir, ou à minima, constamment être dans une quête de formation permanente. Troisième principe, tes placements à la banque rapportent plus à ton banquier qu'à toi. Et ça, c'est quelque chose de assez mathématique, hein. Les livrets et les comptes d'épargne à la banque, généralement, ils offrent des rendements très très faibles, pour ne pas dire nuls en ce qui concerne les comptes courants, et des rendements très faibles pour les livrets, livret A, etc. La Banque Centrale Européenne essaye de les aligner sur les niveaux d'inflation, mais historiquement, ce n'est pas le cas, hein, et là je peux vous afficher le rendement du livret A net d'inflation historique, qui est en réalité négatif. Ça veut dire que quand vous laissez votre argent sur vos livrets, vous perdez du pouvoir d'achat, et c'est encore pire sur les comptes courants. Alors que à l'inverse, cet argent que vous laissez à la banque, bah, l'argent elle le laisse pas dormir, hein. Elle l'investit, elle le prête à des personnes pour des crédits, et à des taux d'intérêt élevés, potentiellement à des taux d'usure, des taux très élevés. Elle les prête à des porteurs de projets, et finalement elle se fait de l'argent sur ce prêt et sur ce capital. Donc finalement, vous laissez votre argent à la banque pour espérer ne pas perdre trop de pouvoir d'achat face à l'inflation, et c'est souvent un échec.
À l'inverse, la banque, elle récupère ce capital et elle peut le prêter à des taux d'intérêt élevés et donc se faire une vraie marge dessus. Ça, c'est sur la partie placement, mais sur la partie investissement, c'est encore pire. Et quand on regarde aujourd'hui, et ça, je l'ai vu dans tellement de contrats d'assurance vie bancaire, des comptes titres ordinaires bancaires, qui sont recommandés par des banquiers à des clients particuliers qui n'y connaissent pas grand-chose, les frais sur ces contrats sont complètement absurdes. Et ça, on l'a déjà dit 1000 fois et on le répète, c'est parce que c'est on ne peut plus vrai, mais les frais sur les contrats bancaires sont parmi les plus élevés de tout le marché. Il ne faut pas investir à travers sa banque. La seule cas de figure où c'est pertinent d'investir à travers sa banque, c'est lorsqu'on veut faire un prêt, un crédit immobilier, et généralement on va devoir passer par une banque traditionnelle. Mais pour tout ce qui va être placement financier, assurance vie, compte titre, PEA, il faut aller vers des courtiers en ligne. Les contrats bancaires, ils ont des droits de garde, ils ont des frais d'entrée, ils ont des frais de gestion, ils ont des frais de sortie, ils ont des frais d'arbitrage qui viennent rogner la performance nette de votre contrat, et c'est pour ça, mais j'ai vu un nombre incalculable de contrats d'assurance vie qui sont détenus, même des contrats historiques depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui ont, in fine, une performance nulle, pour ne pas dire négative. Alors que quand on voit la performance des marchés, ou même la performance de certaines obligations assez sécurisées, ce contrat, il aurait dû avoir une performance bien supérieure à ce qu'il a généré. C'est pas que les placements étaient particulièrement mal choisis, mais c'est que les frais venait trop rogner la performance pour générer quelconque rendement net. Et donc, ça on peut le voir mathématiquement, 300 € par mois investis à 8% par an, après 30 ans, vous auriez 425 000 € de capital, donc c'est pas mal. Mais si vous appliquez 2,5% de frais de gestion, ce qui est en moyenne les frais de gestion appliqués sur les contrats d'assurance vie, sur les OPCVM, voilà, je rentre pas dans les détails ici, mais 2,5% de frais de gestion, c'est ce que vous payez en moyenne quand vous passez par la banque. Et donc, si vous appliquez ces 2,5% de frais sur les 8% de rendement, après 30 ans, vous avez plus 425 000 €, vous avez 268 000 €. Donc là, on parle de 160 000 € de manque à gagner parce que vous êtes passé par la banque plutôt que de l'investissement en direct. Donc la conclusion ici, c'est que ne pas maîtriser les fondamentaux de l'investissement, ça vous fait prendre de très mauvaises décisions, comme par exemple l'impact des frais sur le long terme. Ça vous fait prendre des mauvaises décisions qui, sur le long terme, vous coûtent extrêmement cher. Et donc ici, se former au langage de l'investissement, comprendre les mécanismes des intérêts composés, l'impact des frais, c'est sans aucun doute le meilleur investissement que vous puissiez faire aujourd'hui en termes de temps et en termes d'argent. Quatrième principe, de bonnes études ne garantissent pas un bon revenu. Je peux en parler parce que j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai fait une grande école de commerce, je suis allé derrière en cabinet de conseil en stratégie, et je gagnais bien ma vie dès la sortie des études, mais j'ai aussi vu beaucoup de camarades qui se sont dirigés vers d'autres secteurs qui n'étaient pas forcément attirés par la banque, le conseil ou la finance, et qui se retrouvaient dans des secteurs comme le marketing qui sont surblindés, et derrière ils gagnaient absolument pas, ils peinaient même à trouver un job. Et ce qu'il faut bien comprendre sur le système scolaire, c'est que l'école ne vous prépare absolument pas à bien gagner votre vie. L'école vous prépare à être employable, pas à être indépendant financièrement ou à savoir bien gérer votre argent. Ça, je fais de l'éducation financière à l'école, c'est un de mes grands combats, mais c'est surtout qu'il y a un biais dans ce que les gens imaginent, de ce que les gens pensent que l'école doit leur apporter. L'école, c'est pas là, malheureusement, et ça on nous le dit pas assez, pour vous rendre riche ou pour vous permettre de très bien gagner votre vie. C'est là pour faire de vous un bon petit soldat, un bon petit employé. Et ça se voit au quotidien, quand on est même dans les grandes écoles. On le voit, il y a des accords entre les boîtes qui recrutent énormément, type les banques, les cabinets de conseil, les fonds d'investissement, parce qu'ils ont des besoins en capital humain très important, ils ont besoin de constamment recruter, et donc il y a des salons tout le temps, toute l'année sur le campus des grandes écoles, où ces cabinets viennent recruter, parce qu'ils savent que finalement, ces bons petits employés, enfin c'est les élèves qui sortent de ces grandes études, ça va être de bons petits soldats qu'on va pouvoir modeler avec notre patte, et qu'on va pouvoir utiliser jusqu'à ce qu'ils décident d'aller dans d'autres secteurs. Mais c'est à ça que nous préparent les grandes études, c'est à être de bons petits employés pour les gros cabinets qui sont des véritables usines à capital humain, et c'est tout. Ça ne nous prépare à rien d'autre. Et ça, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est la faute du système scolaire? C'est très difficile de constamment être à la page sur les nouvelles attentes du marché. Le fonctionnement du système scolaire fait que pour incorporer de nouveaux cours ou de nouvelles thématiques dans les programmes, ça prend énormément de temps, il y a une inertie qui est très très lente, et donc aujourd'hui, alors que
en 2025, bah, les nouveaux jobs actuels et même ceux de demain, ça va être dans l'IA. Il y a encore très peu, pour ne pas dire aucun, cours qui est donné là-dessus, sauf dans des secteurs, dans des écoles très particulières, très précises. On nous apprend pas à l'utiliser au quotidien. Et en fait, il y a une latence entre les besoins du marché et ce que l'école va nous inculquer comme compétences. Et en fait, c'est ce retard, c'est ce décalage constant qui fait que les étudiants vont dans des bonnes études, pensent qu'ils vont avoir les compétences parfaites pour être un outil, ou en tout cas être un acteur efficace dans le système économique, et en fait ils sortent de leurs études, et là on leur dit bah non désolé, les nouvelles compétences, vous les avez pas, c'est pas ça dont on a besoin. Et ils se retrouvent bien embêtés. Et donc là, il y a deux cas de figure, soit bah, ils se rangent et ils retournent vers un job dans lequel pour lequel ils ont déjà les compétences, mais c'est pas forcément les jobs qui auront le plus d'avenir, soit ils repartent vers de nouvelles études, soit ils décident de devenir indépendants et de faire d'autres choses. Mais donc finalement, on voit qu'il y a un vrai décalage entre ce que l'école apporte aux étudiants et ce que le marché va valoriser dans les 3, 5, 10, 20 prochaines années. C'est pourquoi être constamment à la page, on revient à cette thématique, l'apprentissage continu, avoir des compétences et toujours se renseigner sur quelles sont les meilleures compétences, ou en tout cas les compétences les plus monétisables, bah c'est la chose la plus intéressante qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a des formations disponibles sur internet, hein. Je sais qu'il y a sûrement beaucoup de mauvaises formations. Moi, à titre personnel, j'en ai pas suivi beaucoup des mauvaises, hein. À chaque fois quasiment que j'ai investi dans des connaissances, dans des formations, j'ai toujours eu un énorme retour sur investissement. On parle de 10, 20, 50, 100 fois, hein. Donc c'est vraiment sous-estimé ce qu'on peut apprendre sur internet, et on parle de formations qui peuvent coûter 1000, 2000, 3000 euros. Quand on compare ça à un master dans une grande école de commerce qui peut coûter 45 000 euros, on se dit mais attends, il y a un décalage quoi. En fait, les compétences monétisables qu'on peut apprendre avec des formations à 3 000 euros, elles sont bien plus importantes que des compétences qu'on peut acquérir avec un diplôme d'école de commerce qui va coûter lui 45 000 euros. En conclusion, votre niveau de revenu, il va être beaucoup plus lié à votre capacité à résoudre des problèmes et à vous adapter aux nouveaux besoins du marché que à votre diplôme ou à votre niveau d'études. Et on en reparle d'ailleurs en détail au point 7. Principe numéro 5, la sérénité financière ne vient pas d'un gros compte en banque. Il y a vraiment ce mythe de le jour où j'obtiendrai ou le jour où j'aurai X milliers d'euros sur mon compte, je serai serein ou je serai tranquille, etc. Et c'est complètement faux. Quand mon activité entrepreneuriale a commencé à bien tourner, je veux dire, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, assez rapidement, je faisais 2, 3, 4 000 euros par mois, super, j'étais très content, mais bon, c'est pas un niveau, on va dire, de sécurité ou de sérénité financière, et je me suis dit, j'avais un peu ce niveau, on va dire, symbolique en tête des 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et je me t'ai dit, le jour où je ferai ces 10 000 euros, waouh, là, c'est bon, je serai tranquille, je sais que je pourrai couvrir tous mes besoins. Quand j'ai atteint ce niveau, bah en fait, pas tant que ça, quoi. Et c'était même pas parce que j'avais forcément beaucoup plus de charges, et donc finalement mon niveau de profit stagnait, voire déclinait. Non, non, j'avais beaucoup plus de profit, mais il y avait toujours ce côté dans la tête de... Bah en fait, oui, j'ai du stock, mais quid ? Qu'est-ce qui se passe si jamais demain, bah, mon activité, elle marche moins bien, et forcément, bah, les revenus vont diminuer. Et en fait, au début, on se dit, bah, ok, je veux me fixer d'avoir, par exemple, 3 mois d'épargne, ou plutôt 3 mois de dépenses de côté. Puis quand on les atteint, on se dit, ouais, bah, c'est bien, mais quand j'aurai 6 mois, je serai vraiment serein. Puis après, quand on atteint le 6 mois, ah, mais en fait, ça sera 9, et puis 12. Et en fait, on n'y arrive jamais, parce qu'on a constamment ce stress que ce niveau d'activité, de revenus et de profit, il va pas durer. Surtout quand on a une activité jeune, comme était la mienne, quand elle a moins de 1 an, 2 ans, c'est très récent, on se dit, mais attends, peut-être que je suis en train de surfer sur une vague, et que ça va se planter, et que tout va s'arrêter du jour au lendemain. Et en fait, c'est là que j'ai compris une différence fondamentale dans une notion de l'argent, c'est la différence entre le stock et le flux. Le stock, c'est le capital que vous avez d'épargné sur vos comptes, sur vos livrets, peu importe, alors que le flux, c'est combien est-ce que vous arrivez à générer chaque mois, et généralement, idéalement, en profit. Et en fait, en discutant avec beaucoup de personnes et des gens qui ont bien plus réussi que moi dans l'entrepreneuriat, qui sont multimillionnaires, bah en fait, on se rend compte que le niveau de revenu, ou plutôt le capital que vous pouvez avoir à disposition, donc le stock, ça n'impacte pas tant que ça le niveau de sérénité. Par contre, ce qui impacte le niveau de sérénité, ça va être le flux, c'est-à-dire combien est-ce que vous allez vous arriver à ramener chaque mois. Parce que vous pouvez faire une fois une grosse opération et faire 100 000 euros d'un coup, mais si tout le reste de l'année vous êtes à sec parce que bah, vous savez que vous avez fait votre grosse opération et qu'il n'y a plus rien qui tourne, vous n'êtes pas forcément hyper serein. Alors que si vous savez que votre business il tourne bien et que ça a fait ces 5, 10, 20, 30, peu importe, milliers d'euros par mois, bah tout de suite, même sans
que vous ayez grand chose à faire, bah, le niveau de sérénité il est bien plus élevé. Moi tout ce que j'ai ressenti c'était que le niveau de sérénité il évoluait un petit peu, il évoluait très peu avec le stock, il évoluait un petit peu avec le flux et il évoluait beaucoup avec la confiance que j'avais dans ma capacité à générer des nouveaux revenus. C'est-à-dire que si jamais demain mon business s'arrête, j'ai plutôt confiance dans ma capacité à relancer soit un autre business, soit à faire autre chose complètement ou à faire redémarrer ce business-là, peu importe. Mais ce qui va vraiment jouer, c'est la confiance que vous avez dans votre capacité à générer des nouveaux revenus encore et encore, et quand vous savez que peu importe ce qui se passe, vous serez capable de générer des nouveaux revenus, c'est là que vous allez être beaucoup plus serein. Principe numéro 6, plus tu parles d'argent, plus tu en gagneras. Et ça, je pense que c'est plutôt le corollaire, ou plutôt la contraposée de cette formulation qui parle à beaucoup de gens, c'est le sujet du tabou de l'argent. Et le fait de ne pas vouloir en parler, parce que l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, surtout en France. Et moi, ce dont je suis convaincu, c'est que les gens qui disent ne pas aimer l'argent, ou qui disent que l'argent c'est mal, que l'argent c'est sale, bah, ils finiront tous pauvres. Et j'en suis assez convaincu parce que tous les entrepreneurs, ou en tout cas toutes les personnes que je connais qui ont un niveau de richesse important, que ce soit au niveau du revenu, hein, et je parle pas des gens qui ont hérité, c'est des personnes qui sont hyper décomplexées quand il s'agit de parler d'argent. Et que plus on va rendre tabou ce sujet, moins on va pouvoir partager les bonnes pratiques, moins on va pouvoir s'intéresser à comment un tel ou un tel a généré des revenus, ou à trouver une bonne idée, ou à trouver une bonne opportunité. Alors qu'à l'inverse, quand on en parle de manière décomplexée, c'est là où on est beaucoup plus à l'affût des opportunités et qu'on va avoir un état d'esprit ouvert et un état d'esprit d'abondance au sujet de l'argent. Est-ce qu'il y a besoin d'être obsédé par l'argent? Je pense que quand on démarre, il faut être en tout cas à minima obsédé par son business ou par son activité professionnelle. Ça peut être salarié, ça peut être indépendant, mais si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, moi je connais pas une seule personne qui n'aime pas trop son job et qui gagne très très bien sa vie. Pas une seule. Que ce soit un salarié ou un indépendant. C'est ok d'avoir une vision très utilitaire de son activité professionnelle, de se dire, moi, mon métier, c'est juste pour gagner juste de quoi vivre, et le reste de mon temps, je le passe à voyager, à faire des loisirs, etc. C'est ok. Mais il faut être clair sur son objectif avec son activité professionnelle. Et plus tu es à l'aise à parler d'argent, et que tu te dis, moi, mon activité professionnelle, je veux pouvoir m'enrichir énormément, et voire même peut-être rapidement, si jamais pour toi c'est à l'aise, je l'ai dit plus tôt, tu vas être plus à l'écoute d'opportunités, mais tu vas aussi plus facilement peut-être négocier ton salaire. Tu pourras peut-être présenter des tarifs plus élevés, si jamais tu es indépendant et que tu dois faire de la négociation ou présenter tes tarifs. Et donc, plus tu vas pouvoir parler d'argent de manière décomplexée, plus facilement et rapidement l'argent viendra à toi. Donc, et surtout, quand on en parle de manière décomplexée, on va attirer autour de soi des personnes qui ont une opinion similaire. Et donc on va s'entourer de personnes qui sont aussi décomplexées vis-à-vis de l'argent. Et vu qu'on s'entoure de personnes qui sont décomplexées à ce sujet, c'est généralement aussi des personnes qui gagnent bien leur vie, ou qui, si elles ne gagnent pas encore bien leur vie, vont bientôt très bien gagner leur vie. Et donc on va se créer un réseau comme ça de personnes qui parlent d'argent de manière décomplexée, qui gagnent bien leur vie, et on le sait, hein, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, ou en tout cas des 5 personnes avec lesquelles on se compare le plus. Et donc si on se compare souvent avec des personnes qui gagnent très bien leur vie, parce que justement elles en parlent de manière décomplexée, on finira par très bien gagner sa vie. Principe numéro 7, pour gagner plus d'argent, il faut résoudre un problème plus douloureux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand je voyais les personnes, typiquement des techniciens de surface, des femmes de ménage, des hommes de ménage, se lever à 4h du matin pour aller pour aller nettoyer des bureaux, faire énormément de trajets, parfois 2 heures de transport en commun, dans des conditions assez hyper difficiles. Et je m'étais dit, mais si il suffisait de travailler dur pour bien gagner sa vie, ces personnes-là, elles seraient multimillionnaires. Or, c'est pas du tout le cas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est donc pourquoi est-ce que certaines personnes gagnent plus et pas d'autres. Et en fait, c'est juste que le niveau de douleur du problème qu'elles résolvent, il est très bas, il est très faible. Oui, bon, avoir un bureau pas hyper propre, pas hyper en ordre, c'est un petit peu embêtant, mais on va pas en mourir. À l'inverse, si jamais on est un médecin qui peut soigner je sais pas, une fracture du bras ou soigner un cancer, là, waouh, le problème il est très douloureux dans tous les sens du terme, et on va être énormément payé parce que c'est un problème important et urgent. Et donc, c'est là où on se rend compte que travailler dur, ça n'est pas tout, parce qu'il y a des médecins ou des gens qui voulaient faire médecine, qui n'ont pas beaucoup travaillé et qui s'en sortent pas bien. Donc on voit qu'il y a un sujet au niveau de travailler dur, mais que c'est pas suffisant. Et en fait, c'est là où j'ai compris que
on peut voir un spectre de différents métiers, des différents secteurs, avec des maximums locaux. C'est-à-dire que si on est dans le secteur de l'aide à la personne, bah, on peut être un énorme bourreau de travail, bah, on va pas forcément très bien gagner sa vie. À l'inverse, si jamais on est dans le secteur de la finance, bah là, si on est un bourreau de travail, on peut énormément gagner sa vie. Et donc dans le secteur de l'aide à la personne, le maximum local, il est très bas, alors que dans la finance, le maximum local, il est très élevé. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de rechercher quel est le secteur sur lequel il y a un maximum local important et dans lequel on peut aussi apporter de la valeur. Et c'est aussi pour ça que, par rapport au niveau de douleur, les trois marchés éternels fonctionnent si bien. Quand vous réfléchissez à lancer un projet, faut toujours se demander, ok, quand on ne sait pas du tout dans lequel lancer, donc quoi lancer comme projet, on peut se demander quels sont les problèmes fondamentaux que tous les êtres humains connaissent. Et il y en a trois principaux, c'est l'argent, la santé et les relations. L'argent, c'est comment est-ce que je peux aider les gens à gagner plus d'argent. Les relations, c'est comment est-ce que je peux aider les gens à avoir de meilleures relations. Ça peut être amoureuse, ça peut être familiale, personnelle, avec elles-mêmes. Et enfin, la santé. Donc, c'est comment est-ce que je peux aider les personnes à être mieux dans leur corps ou dans leur tête. Et pour ça, pour ces trois sujets-là, les gens sont prêts à investir et à dépenser beaucoup d'argent. Typiquement, moi, dans la gestion de patrimoine, si je peux aider les gens à réaliser des projets de vie, à assurer leur avenir financier, à assurer leur retraite, à pouvoir se payer la maison de leurs rêves. Tous ces éléments-là, c'est des choses qui sont hyper importantes et donc les gens sont prêts à payer assez cher pour atteindre ces objectifs. Donc là, il y a un maximum local qui peut être assez élevé. Typiquement, le niveau de douleur, ça, il y a certaines personnes, préparer leur avenir, il y en a que ça va pas trop leur parler. Ça paraît très loin, très lointain, très long terme. Et à l'inverse, il y a un niveau de douleur qui peut être assez élevé, mais vu que c'est très lointain, c'est pas urgent. Et donc il y a vraiment ce sujet de est-ce que c'est douloureux et est-ce que c'est urgent. Typiquement, il y a ma copine, quand elle était aux États-Unis à un moment, elle a dû être prise en charge par une ambulance, c'était à Las Vegas, et on lui a dit, la prise en charge par l'ambulance, c'est $10 000. $10 000. Et donc là, ils ont été obligés de payer parce que c'était une prise en charge, parce qu'elle est diabétique, etc. Et donc là, il y avait quoi ? Il y avait un niveau de douleur qui était relativement élevé, mais surtout, il y avait un niveau d'urgence qui était très important. Et donc, douleur élevée, urgence importante, on va payer très cher. Et là, c'est l'archétype même, au-delà du sujet du débat autour du système de santé aux États-Unis, mais c'est la preuve que quand on résout un problème douloureux et urgent, derrière, les gens sont prêts à payer très cher. Et donc, conclusion, sur ce point-là, sur ce principe, c'est que l'important, c'est pas de ramer vite, c'est d'être dans le bon bateau. Et donc, c'est de trouver le bon secteur, le bon métier dans lequel on va pouvoir apporter de la valeur et qui a un maximum local de revenus élevé. Principe numéro 9, les revenus actifs rendent riches, tandis que les revenus passifs rendent libres. Et il faut vraiment distinguer être riche et être libre. C'est vraiment pas la même chose. Il y a des personnes très riches qui sont pas du tout libres, et il y a des personnes très libres qui sont pas du tout riches. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent, ça peut être en stock, comme on en a parlé plus tôt, avoir un gros capital, ou ça peut être en flux, c'est-à-dire avoir des gros revenus qui tombent tous les mois ou tous les ans. Et typiquement, ça peut être lié, la richesse et la liberté, à partir du moment où, c'est un peu l'image qu'on en a en tête, les revenus passifs, donc les revenus qu'on génère sans avoir à travailler, couvrent la totalité de nos dépenses quotidiennes. Et donc, ça nous, on va dire, dispense de devoir travailler pour vivre au quotidien. Sauf que la méthode pour être riche et la méthode pour être libre, ça n'est pas du tout la même. On devient pas riche grâce aux revenus passifs. Et ça, malgré tout ce qu'on peut entendre et lire sur Internet, c'est vraiment un énorme mythe. Le revenu passif, c'est ce qui va générer des revenus complémentaires, mais pour générer un revenu significatif, ou en tout cas suffisant pour couvrir un niveau de dépenses moyen de 2 000 – 3 000 euros par mois, il faut des centaines de milliers d'euros de capital à investir, parce que on va pas, quand on veut générer des revenus passifs, investir à un rendement très élevé, parce qu'il y a toujours ce couple rendement-risque. Si on veut plus de rendement, il va falloir prendre plus de risques. Et quand on est dans une logique de revenus passifs, on veut minimiser les risques. On ne veut pas prendre beaucoup de risques pour que nos revenus ils tombent tous les mois de manière régulière. Donc, vu qu'on ne veut pas prendre beaucoup de risques, on ne va pas avoir un rendement élevé. Un ordre de grandeur, c'est si jamais vous êtes à la retraite, potentiellement vous allez peut-être viser, en étant plutôt optimiste, 4-5% de rendement sur votre investissement, sur votre capital. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez générer de manière plutôt stable sur le long terme. Mais on ne va pas aller viser 8, 9, 10, 12% par an. Ça, c'est absolument pas réaliste. Et quand on a seulement 5% de revenus, enfin 5% de rendement, pour générer par exemple 1000 euros de revenus mensuels,
brut, brut de fiscalité, il faut environ, ça c'est encore une fois une règle générale, 250 000 euros de capital. Donc vous imaginez, il va falloir épargner 250 000 euros de capital pour générer seulement 1000 euros de revenus passifs par mois. Et 1000 euros, c'est absolument pas suffisant pour couvrir, c'est moins que le SMIC, c'est pas suffisant pour couvrir vos dépenses habituelles, probablement pas en tout cas. Et donc on voit que les revenus passifs, et comment vous pouvez atteindre 250 000 euros, il faudrait investir 300 euros par mois à 8% par an pendant 30 ans. 30 ans, c'est long, et être le plus riche du cimetière, ça ne sert à rien. Donc ici, le niveau de richesse qu'on peut atteindre avec des revenus passifs, ou avec une gestion, on va dire, plutôt lente de son patrimoine, elle est pas aussi glamour que ce qu'on peut imaginer ou que ce qu'on peut lire sur Internet. Alors oui, on peut générer des belles sommes, et avoir un complément de revenus pour la retraite, mais ça va prendre des décennies, et il faut vraiment avoir en tête qu'on ne deviendra pas riche rapidement avec des revenus passifs. Pour s'enrichir rapidement, la seule et unique méthode, au-delà de gagner au loto ou d'hériter, c'est d'avoir une activité professionnelle qui est très rémunératrice. Et là, on en a parlé plus tôt, ça peut être un job dans la finance, ça peut être un job dans la tech, ou ça peut être l'entrepreneuriat, l'indépendance. Même quand on est indépendant, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, on en reparle au point 10. Mais donc, si on travaille dans la tech, dans la finance, ou qu'on est entrepreneur, et que ça se passe très bien, tous les entrepreneurs ne gagnent pas très bien leur vie, au contraire, là, on peut gagner 100, 200, 300, 400 000 euros par an, des revenus qui sont absolument inatteignables pour la très très grande majorité des jobs salariés classiques, et dans la grande majorité des secteurs où on peut faire un exit si on est entrepreneur, c'est-à-dire revendre une partie de sa boîte et encaisser un capital. Et dans ce cas-là, on va s'enrichir rapidement. Mais on est tout sauf libre. Parce qu'on travaille comme un chien, potentiellement 6, 8, 10, 12 heures par jour, les week-ends également, surtout quand on est entrepreneur. Moi, à titre personnel, mon entreprise, je bosse facilement 10 heures par jour, et je pense à mon business 16 heures par jour, et je pense à mon business aussi 5 à 7 jours par semaine. Donc je n'appelle pas vraiment ça la liberté. Alors après, on peut adorer son job, et c'est très bien, et on en reparle un petit peu plus loin de ce sujet-là, mais la richesse rapide et la liberté, ça n'est pas compatible. Ça n'est absolument pas compatible, en tout cas à court terme. Mais donc si et seulement si on s'enrichit très rapidement en n'étant pas libre du tout, là on peut commencer à épargner et à investir des sommes très importantes. Et là, si on prend l'exemple d'investir 2000 euros par mois, et ça peut paraître absurde, mais je vous assure que quand on gagne très très bien sa vie, épargner 2000 euros par mois, c'est absolument atteignable. Pendant 30 ans à 8%, donc la même durée, le même rendement que plus tôt, qu'avec les 300 euros, on se retrouve avec 2 850 000 euros de capital. Et donc, ces 2,8 millions, si on les investit à 5%, comme tout à l'heure, ça génère environ 12 000 euros par mois de revenus bruts passifs. Et donc là, forcément, oui, là on est riche, là on peut très bien dépenser, on a atteint un niveau de richesse qui permet d'avoir des revenus passifs suffisants pour vraiment être libre. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux temps. Il y a eu la phase où on a générer des revenus actifs en travaillant énormément, et il y a eu la phase où on a généré des revenus passifs, mais ça n'a pas été en même temps. Et les choses qu'on a fait pour mettre en place pour atteindre chacun de ces objectifs étaient complètement différentes. Et donc ça emmène à un autre point, un sous-point de ce principe, mais c'est que si vous ne faites pas travailler votre argent pour vous, vous travaillerez toute votre vie. Et ça, je crois que c'est Warren Buffett qui l'avait dit, mais si vous travaillez dans la tech, dans la finance, peu importe, ou même vous êtes entrepreneur, et que vous n'épargnez pas, et que vous n'investissez, surtout que vous n'investissez pas derrière, vous n'allez jamais atteindre des niveaux de revenus suffisants. Même si vous épargnez 300 euros par mois pendant 30 ans, si vous ne faites que les épargner, que vous ne les investissez pas, si vous les investissez, on avait vu plus tôt que ça vous générerait environ 425 000 euros de capital, donc hyper confortable, ça génère de 1000 euros de revenus passifs, donc voilà, c'est une certaine somme, c'est bien, mais si ces 300 euros, au lieu de les épargner, de les investir, on les épargnait, donc on les faisait pas travailler, juste on les laisse sur un compte pas rémunéré, au bout du chemin, au bout de 30 ans, on n'aurait que 108 000 euros. Et 108 000 euros, investi à 5%, ça fait 5 000 euros par an, ça fait à peine quelques centaines d'euros par mois. Donc c'est ridicule, et c'est absolument pas avec ça que vous allez avoir une retraite confortable. Donc on voit que c'est important de très bien gagner sa vie pendant la phase de capitalisation, pendant qu'on est dans une phase de vie active, mais il faut aussi l'investir, ce capital, pour le faire travailler rapidement, pour que, arrivé à un certain âge, au bout d'un certain nombre d'années, on ait constitué un capital suffisant qui, une fois investi à un rendement plus sécurisé, génère une rente suffisante pour réellement être libre et pour réellement couvrir la totalité de ses revenus. Mais donc, la conclusion là-dessus, c'est il faut travailler dur et au bon endroit, on en a parlé plus tôt avec les maximums locaux, pour s'enrichir rapidement,
Et ensuite, il faut investir intelligemment ce capital, au début de manière plutôt dynamique et sur la fin de manière plutôt sécurisée pour générer des revenus passifs qui, eux, nous rendent vraiment libres. Principe numéro 10, quand tu es salarié, tes revenus sont toujours inférieurs à combien tu rapportes à ton patron, alors que quand tu es indépendant, tes revenus sont égaux à la valeur que tu apportes, multipliée par ta capacité à vendre. Votre valeur sur le marché, elle est définie par votre capacité à résoudre un problème douloureux et urgent, donc ça on en avait parlé plus tôt, en un minimum de temps, avec un minimum de risque. Tous ces éléments-là, ça fait partie de l'équation de valeur, hein. C'était Hormozy qui avait un petit peu théorisé ça, avec votre valeur qui est définie par à quel point le résultat que vous pouvez apporter, et tout ce qui va impacter cette valeur, ça va être est-ce que vous prenez beaucoup de risques, ou est-ce qu'il y a beaucoup de risques à votre activité, est-ce que vous le faites en un temps court ou non, et est-ce que ça demande beaucoup d'efforts ou pas. Sauf qu'en tant que salarié, et donc cette équation de la valeur, elle va vous permettre, si vous êtes indépendant, de décorréler vos revenus du temps passé à travailler. C'est comme ça que vous pouvez vous enrichir très rapidement. Alors que quand vous êtes salarié, le plafond de vos revenus, il dépend pas de vous, mais il dépend de votre employeur, il dépend de votre entreprise, il dépend du secteur dans lequel vous travaillez. Et que même si vous êtes le numéro 1, vous êtes le meilleur de votre entreprise, le meilleur de votre marché, si vous êtes salarié, malheureusement, il y a probablement des grilles salariales qui font que vous n'allez pas vous enrichir énormément. Et vous allez même avoir un certain plafond de verre qui est complètement indépendant de vous. Et donc finalement, le salarié, il va capter la part de valeur qu'on veut bien lui donner, lui attribuer, alors que quand on est indépendant, et ça j'en ai une conviction ferme, n'importe quel business peut générer plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros, quand on l'approche avec le bon prisme, avec le bon regard, avec les bonnes méthodes. Il y a des exemples, il y a pléthore d'exemples là-dessus, avec des promeneurs de chiens à New York qui gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars, parce qu'ils ont mis en place des mini-empires, ils ont vraiment bien approché le sujet, mais on parle de promenade de chiens. Ils sont pas en train de révolutionner, ils sont pas en train de développer un SaaS, travailler dans la tech ou dans la finance. Donc preuve que quand on est indépendant et qu'on a la bonne mentalité, la bonne approche, qu'on sait avoir un petit peu un bon business sense, on peut très bien gagner sa vie indépendamment de son secteur. Et donc finalement, les deux facteurs qui vont définir votre niveau de revenu quand vous êtes indépendant, c'est la valeur que vous êtes capable d'apporter, ça c'est défini par vos compétences, mais aussi c'est défini par votre capacité à vendre. Et ça c'est un gros point bloquant pour beaucoup de personnes qui osent pas se lancer en entrepreneuriat en se disant « je sais pas si je vais pouvoir trouver des clients, je sais pas si je vais pouvoir convaincre des gens de me donner de l'argent. » Et ça, il faut bien comprendre que ça s'apprend comme beaucoup de choses. On a appris à lire, on a appris à écrire, et pourquoi vous pourrez pas apprendre à vendre? Et ça revient au sujet du confort dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent une fois qu'elles sont salariées en se disant « oh, moi j'ai pas besoin de m'embêter, j'ai pas besoin d'apprendre de nouvelles compétences. » Mais si, justement, la capacité et la compétence de vente, c'est probablement la compétence la plus importante au monde. Je vous l'avais dit plus tôt, la sérénité financière, elle vient avec la confiance que vous avez dans votre capacité à générer des nouveaux revenus, et cette capacité-là, elle est en grande partie définie par votre capacité à vendre. Et donc si vous devenez un bon vendeur, et je parle pas du loup de Wall Street, je parle juste d'une personne qui est capable de créer un script de vente, ou qui est capable de présenter un produit, un service, et qui est capable de convaincre la personne en face, ça s'apprend. Et une fois que vous avez acquis cette compétence-là, mais toutes les possibilités se débloquent. La vente, faut vraiment comprendre que c'est uniquement un transfert de conviction de vous vers la personne qui est en face. Si vous êtes convaincu que votre produit ou votre service va énormément aider la personne en face, derrière la vente, elle se fait beaucoup plus facilement parce que vous êtes convaincu. Par contre, si vous n'êtes pas convaincu, forcément, ça va être difficile de vendre. Mais d'où l'importance d'être convaincu de son projet et de ce dans quoi on travaille. Donc finalement, la conclusion sur ce point, c'est que pour n'avoir des plafonds qui dépendent que de vous, il faut être indépendant, parce que si vous êtes salarié, malheureusement, il va y avoir trop de plafonds à péter, que ce soit le plafond du secteur, celui de l'entreprise, celui de votre boss. Il y a trop de plafonds à péter, alors que quand vous êtes indépendant, le seul plafond, c'est celui que vous imposez à vous-même, c'est-à-dire celui de vos compétences et celui de votre capacité à vendre. Point numéro 11, ton enrichissement est limité par ta capacité d'épargne, qui est limité par tes revenus, qui sont limités par tes compétences. Et là, je trouve que j'aime bien cette phrase parce qu'elle permet de remonter à la racine de comment est-ce qu'on s'enrichit. Elle permet vraiment de remonter à la racine de l'enrichissement et qui sont les compétences, en fait. Et on en revient au sujet de beaucoup de personnes qui arrêtent d'apprendre après leurs études supérieures, alors que c'est la pire erreur de leur vie. Le monde professionnel, l'économie est en constante évolution, et si vous n'êtes pas constamment en train de vous demander quelles sont les tendances, les besoins de demain, derrière, vos compétences actuelles vont devenir obsolètes, et donc demain, vous serez condamné à devenir une commodité, et quand vous êtes une commodité, le marché vous rétribue, vous récompense comme une commodité, c'est-à-dire très peu. Et donc,
tous les entrepreneurs que je connais investissent massivement dans leurs compétences et dans leurs connaissances. Alors c'est deux choses différentes, hein. Les connaissances, ça va être plus la théorie, on peut lire des livres, on peut lire des articles, on peut écouter des podcasts, on peut regarder des vidéos YouTube, et les compétences, ça s'acquiert avec la pratique, ça vient avec l'expérience. Et il y a deux façons d'acquérir, que ce soit les connaissances ou les compétences. Ça peut être en investissant du temps, ou ça peut être en investissant de l'argent. Et c'est pour ça que l'accumulation de richesse accélère vachement à mesure qu'on s'enrichit. C'est plus on est riche, plus on est riche. Parce qu'au début, quand on n'a pas d'argent, bah on investit du temps, et forcément du temps c'est limité, tout le monde n'a que 24 heures dans une journée. Alors que quand on a de l'argent, bah, on peut investir pour acquérir des connaissances ou des compétences plus rapidement, ou on peut même carrément déléguer l'activité qu'on voulait faire à d'autres personnes. Moi je me souviens, quand j'ai lancé mon activité entrepreneuriale, au début j'avais pas d'argent. En tout cas, j'avais pas d'argent à investir là-dedans. Et donc, je passais mon temps à me renseigner, à me former, à faire tout par moi-même, à mettre les mains dans le cambouis, à bidouiller, à faire des pages de vente, etc. Et je faisais tout moi-même. J'investissais beaucoup de temps dans mes compétences et dans mes connaissances. À mesure que l'activité a grossi, j'ai eu du capital que j'ai pu investir, et notamment dans de la sous-traitance, dans des personnes qui sont venues me coacher, dans des personnes qui sont venues réaliser des actions pour moi, et donc qui avaient déjà les compétences et les connaissances dont j'avais besoin. Donc forcément ça vient avec le temps, mais le cœur du sujet et le cœur de votre enrichissement ou de l'enrichissement de votre activité, ça va être vos compétences, vos connaissances, et c'est en développant vos compétences que vous allez pouvoir gagner plus d'argent, c'est en gagnant plus d'argent que vous allez pouvoir épargner plus, parce que je suis pas un grand partisan de la doctrine de pour épargner plus, il suffit de dépenser moins. C'est possible, mais c'est limité avec un certain plancher, alors que si on se dit, non, moi, mon objectif ou ma méthode pour épargner plus, c'est gagner plus, là, il n'y a pas de plafond, ou en tout cas, le seul plafond, on en revient, c'est votre capacité à générer du capital, à générer de l'argent, et donc ce sont vos compétences. Le dernier point là-dessus, c'est que l'investissement dans les compétences et dans les connaissances, que ce soit en temps ou en argent, je pense que, et j'en suis convaincu, c'est le meilleur investissement possible pour la simple et bonne raison que on investit généralement une fois, et une fois qu'on a acquis cette compétence, cette connaissance, elle nous sert toute notre vie. Et donc on n'imagine pas le retour sur investissement, et les gens ont vraiment tellement de mal à se projeter à long terme, alors que quand on se projette à court terme, forcément, j'ai acquis une certaine connaissance, mais est-ce que ça va me servir dans les 3 prochains jours ou dans les 3 prochains mois? Peut-être pas, sûrement pas, mais si je continue constamment à acquérir des nouvelles compétences, finalement il va y avoir un effet boule de neige. C'est le même principe que pour les intérêts composés en finance, qui vont faire qu'on va devenir une machine inarrêtable. Et donc l'investissement dans les compétences à court terme, ça peut être vu comme une dépense, alors qu'en réalité, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire quand notre objectif, c'est de nous enrichir sur le long terme et d'acquérir le plus de compétences possible pour gagner le plus d'argent possible, pour épargner plus, pour investir plus, etc. Et donc, c'est vraiment la conclusion de ce point-là, c'est le meilleur investissement possible, c'est l'investissement dans ces compétences, parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir développer le reste de notre activité, nos revenus, et in fine notre épargne et notre patrimoine. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. C'est un format que j'ai pas l'habitude de faire, c'est un petit peu plus brut que d'habitude. Je pensais pas forcément faire ce type de vidéo sur la chaîne, donc je suis vraiment preneur de vos retours. Est-ce que ça vous a intéressé, ça vous a plu? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.